Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous du café politique. Il est administrateur des banques. Il a été chef d'agence à la Banque commerciale du Bénin, la fameuse BCB. Puis, appelé par la gestion de la cité, il a été élu 3 fois député et nommé ministre de la République. Ce soir, il est avec nous sur ce plateau pour échanger avec nous autour de l'actualité politique nationale. C'est Café Politique. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Distel, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Bernard Lani d'abord. Bonsoir ma chère amie. Les téléspectateurs se demandent où est passé d'abord. Ils ont soif de cette voix qui perce les micros, et qui ponctue les mots suffisamment bien et qui n'a peur de rien et qui sait dire sa vérité. Bernard Lani d'abord, après le PSD, on vous a perdu de vue. Un tour chez Yahi, membre du gouvernement, un tour à la mairie de Cotonou, un tour à l'UDBN. Qu'est-ce que Bernard Lani d'abord est devenu? Merci de m'inviter sur votre émission. Et je constate d'ailleurs que ETL m'avait déjà invité 1 ou 2 fois ici. Mais depuis, quand on ne vous invite pas, vous ne vous présentez pas. Donc d'abord, Lani Bernard n'est pas perdu, il n'a pas disparu non plus. Je suis là, certaines radios de temps en temps me font appel, j'interviens. Donc s'il y a des gens qui écoutent Radio Alafia ou le RTB, ils doivent savoir que de temps en temps j'interviens. Cela étant, d'abord Lani Bernard, je dois vous dire que depuis janvier de l'année en cours 2019, qui s'achève bientôt, j'ai décidé de rester chez moi à Gontikon et de regarder ce qui se passe. Pourquoi? Simplement parce qu'après mon passage, ou du moins mon départ du PSD, je suis resté un peu à la maison, j'ai tenté une petite expérience avec la Renaissance de Bénin sans adhérer au parti, bien sûr, parce que beaucoup de gens pensent que j'ai été militant de l'ARB. Je n'ai pas été militant de l'ARB. À un moment donné, comme au Parlement d'ailleurs, j'ai eu à collaborer beaucoup avec Mme Viera Soglo. Et donc, Liadi m'a fait appel, on a échangé. Mais je lui ai clairement dit que je ne pouvais pas adhérer au parti. Mais cela ne m'empêchait pas de travailler. Puisque vous parlez de Liadi Vinayon Soglo, ancien maire de la ville de Cotonou. Et puisque moi-même, j'ai un parti politique qui n'a pas connu trop de visibilité. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui me soutiennent, j'ai des militants. Donc, cela ne nous a pas empêché de collaborer un instant. L'expérience n'a pas été concluante, elle n'est pas bonne. Et puis, Madame Prudencio aussi m'a fait appel au moment où les choses s'annonçaient pour amorcer l'ère des réformes politiques, l'ère des partis partisans. Mais malheureusement, et là, je ne sais pas si je ne suis pas allé trop vite en besogne. Est-ce que c'est une mauvaise expérience? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai participé à cette expérience qui constitue un pan de la construction d'un homme politique que je prétends être. Donc je ne le regrette pas. Mais aujourd'hui, de fait, je suis sans parti politique et je suis à la maison. Beaucoup vous mettent le manteau de l'homme versatile ou de transhumant politique. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, non, je crois que les gens, parfois, ils ne se préoccupent pas de faire l'histoire ou de connaître l'histoire avant de se prononcer. Soit parce qu'ils ne vous apprécient pas, ou soit parce que vous les gérez. Ils ne cherchent même pas à connaître. Parce qu'il faut chercher à connaître avant de dire qu'on ne connaît pas. Ils ne cherchent pas à connaître, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ou bien parce qu'ils n'arrivent pas à savoir comment vous procédez et ils cherchent à vous détruire. Il n'y a que ceux qui ne posent pas d'actes, qui ne sont pas critiqués. Il faut accepter la critique. Encore que moi, j'aime la critique, j'aime le débat d'idées, j'aime m'expliquer pour me faire comprendre. Ceux qui pensent que je suis transhumant ou ils ne maîtrisent pas la définition du mot transhumant tout court et du mot transhumant politique. Mais je ne leur en veux pas. Il vaut mieux qu'ils me qualifient ainsi pour me permettre. Votre expertise a été sollicitée par, en première partie, la Renaissance du Bénin, et puis récemment par l'UDBN de Mme
Prudencio Afiavi. Alors, dites-nous, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du paysage partisan de notre pays? Aujourd'hui, je salue l'avènement des réformes politiques. Mais je constate avec amertume que nous avons du mal à décoller, à évoluer. Pourquoi? Parce que un parti politique, à mon sens, c'est d'abord une association, un regroupement de personnes, de gens qui ont des idées, qui veulent bien mettre en pratique leurs idées, leur savoir-faire pour construire quelque chose pour le bonheur de la cité. Malheureusement, on s'accroche à des personnes parce que nous avons faim et parce que ceux qui ont les moyens pensent qu'il faut les utiliser pour soumettre, pour subordonner les autres. Ça fait qu'on n'évolue pas. Donc quand vous allez, je suis en train de voir et je souhaite que, disons, l'avènement du bloc républicain et de l'Union progressiste puisse servir d'exemple, de cadre pour la création. C'est-à-dire la réforme du système partisan. C'est-à-dire serve de cadre pour la création de véritables partis politiques. Vous avez vu aux États-Unis, Obama, je crois que c'est en 4 ans qu'il a pu émerger jusqu'à être président de la République. Mais ici, on ne peut pas débattre. Il y a même des gens qui participent à des réunions politiques et à la sortie, ils ne sont pas arrivés à exposer, à présenter leurs idées parce qu'ils se disent que s'ils interviennent et qu'ils n'épousent pas l'idée du patron, on va les étiqueter. Non seulement étiqueter, mais ils risquent de perdre. Parce qu'ils sont en train de chercher quelque chose et ils veulent l'avoir. À titre d'exemple, ce que j'ai remarqué à l'UDBN qui m'a un peu déçu et a précipité mon départ, c'est que vous avez Mme Prudencio, quand elle est absente, vous venez au siège du parti, vous n'avez que des herbes. Mais je ne sais pas comment les gens apprennent dès qu'elle descend de l'avion. Le lendemain, vous voyez plein de véhicules dans la cour du siège et on se demande s'il y a une réunion. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a rien. Oui, parfois, même, c'est quand on arrive au bureau qu'on se rend compte que Madame la Présidente est arrivée. Puisque déjà le nombre de véhicules, sans savoir que votre président ou votre présidente est arrivé, vous constatez par la présence le nombre de véhicules ou de motos. Là, qu'il y a quelque chose. Y a-t-il une réunion? Vous ne savez pas. Donc, du coup, depuis 90, donc pratiquement 20-25 ans après, je constate que nous n'avons pas évolué. C'est la personne qui intéresse ceux qui se disent militants ou celui qui est devant fait tout pour qu'il soit au devant de la scène par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport aux idées qu'on doit développer pour construire le parti politique. Est-ce que vous n'avez pas été un peu trop impatient? L'UDBN a quand même subi une mutation entre l'UDBN qu'on a connu il y a 5 ans et l'UDBN qui amorce une certaine mutation au regard du nouveau paysage partisan. Est-ce que vous n'avez pas été un peu trop l'homme qui veut tout voir, que tout change rapidement? Non, d'abord, si peut-être vous ne me connaissez pas, je ne suis pas souvent pressé. Je suis convaincu, je suis un homme optimiste et je sais que chaque chose arrive toujours en son temps parce que l'heure de Dieu est la bonne heure. Je ne souhaite pas me prononcer peut-être directement sur ce que vous avez dit, mais je vais vous demander d'attendre qu'on passe des étapes électorales pour savoir si effectivement ce parti-là est un parti qui est vraiment installé. Parce que le parti n'avait pas existé à un moment, à une époque où on peut parler de ce parti. C'est maintenant que le parti est en train de se construire. Attendons les prochaines échéances électorales, on va voir les performances. Parce qu'un parti politique ou un acteur politique qui n'a pas d'électorat n'est pas politicien. Non, mais votre expertise aurait pu leur être utile. Non, je ne sais pas, pour que mon expertise soit utile ou inutile, il faut attendre une période donnée. La période qui n'a pas abouti parce que les choses, à mon sens, n'évoluaient pas ou ne se passaient pas comme je l'aurais souhaité. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais j'attends de voir les prochaines échéances. Parce que si vous êtes un parti politique, vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas d'élu à la base ou au Parlement, parce que le gouvernement, c'est un seul, c'est le président de la République. Jusqu'à présent, sauf preuve du contraire, aucun président n'a été élu parce qu'il est issu d'un parti politique. Donc, pour être parti politique, il faut avoir des élus. Donc, attendons de voir quelle sera
le nombre d'élus que... Surtout qu'il semble que maintenant, le code qui est voté pour aller au présidentiel, il faut avoir des signatures. Bien sûr, le parrainage. Donc, le parrainage. Donc, attendant de voir si c'est le cas, pas de problème, je souhaiterais bon vent et du succès à l'UDBN. Alors, parlez-nous aussi de votre rapprochement, de votre collaboration avec l'ex-Renaissance du Bénin. S'il faudrait... En réalité, pour vous dire la vérité, j'étais parti rejoindre le maire Liadi Viragnon Soglo avec l'intention de contribuer à reconstruire la Renaissance du Bénin, faire que la Renaissance du Bénin renaisse. Mais la reconstruction de la Renaissance du Bénin se passe par la mairie de Cotonou. Non, ce n'est pas une affaire de mairie. En fait, nous avons travaillé pendant la période électorale, au présidentiel, puis après aux élections législatives, aux élections communales et municipales. Et c'est à la fin, après les élections municipales et communales, que le président de la RB, le président Liadi Viragnon Soglo, ayant constaté que nous avons travaillé, qu'il a gagné la mairie de Cotonou, il m'a fait appel pour dire bon, de venir l'assister. Il m'a nommé conseiller technique et je ne trouvais aucun inconvénient à cela. Mais les idées n'ont pas abouti, je le regrette. Et malheureusement, on aurait pu construire un véritable parti politique parce que la RB avait des bases. Je ne peux pas savoir ce qui n'a pas pu marcher ou a marché parce que je ne suis pas un ancien militant de la RB. Je suis venu, il y a des situations, il y a des paramètres que je ne maîtrise pas, que je ne pourrai jamais d'ailleurs maîtriser, puisque les choses sont ce qu'elles sont maintenant. Et je ne doute pas un instant qu'on aurait pu mieux faire et la RB aurait pu faire partie des partis qui existent aujourd'hui si on avait évité ou si on avait accepté de faire certaines choses. Pour finir avec le volet lié à la personne de Bernard Lani Davor, dites-nous qu'est-ce que vous retenez de votre collaboration avec le patriarche Bruno Amosso, notamment avec le PSD. Oui, parce que bon, est-ce que c'est... Je compléterai quand même un cadre du parti, un cadre PSD que vous fûtes. Non, je n'ai pas... Membre de l'Assemblée nationale, vous avez impacté beaucoup de décisions, étant l'élu de ce parti. Non, je pense que c'est même pratiquement un affront que de dire que j'ai été collaborateur. Non, je fais partie de ceux qui ont fondé... C'est un cadre du PSD. Mais expliquez-nous tout ça, mais je dois dire que je fais partie des cadres qui ont créé le Parti social-démocrate. Et pour ne pas aller loin, je dois vous dire que c'est grâce à feu, Batoupa Lazare, paix à son âme, que j'ai rejoint le grand frère Dansou Félix, à l'époque directeur de l'INE. Paix à son âme aussi. Paix à son âme, qui m'a appelé aussi pour dispenser quelques cours d'opération de banque à l'INE. Et c'est chemin faisant que, à l'avènement, l'annonce de la conférence nationale, nous avons pensé qu'il fallait un creuset politique, comme cela se faisait partout. Nous avons commencé d'abord par promouvoir la naissance des associations de développement des sous-préfectures du Mono, et avec les grands frères comme Dossa, nous avons initié des rencontres à Lokossa. Voilà. Tout à fait, personne aussi. Président de la HAC, le premier d'ailleurs. Nous avons initié des rencontres à Lokossa. On y allait, on avait demandé à chacun de tout faire pour créer l'association de développement, puisque pour aller à la conférence, il faut être dans une structure. C'est d'ailleurs dans ce cadre que Feu Dansou Félix était allé à la conférence. Au niveau de ma sous-préfecture à Lalo, nous avons connu du retard. On n'était pas nombreux. Nous avons créé l'association, mais avec beaucoup de retard, sinon nous serions partis aussi à la conférence nationale. On n'a pas pu. Et c'est comme ça que nous avons essayé de travailler dans le cadre du regroupement des ressortissants du Mono. Malheureusement, le grand mono à l'époque, puisque d'ailleurs au moment où, pour la première législature, c'était une liste unique. Bien sûr. Donc nous avons travaillé à cela. Et notre grand frère Dossou Robert, qui était chargé d'organiser la conférence, nous l'avons sollicité parce qu'à l'époque, Amosso Bruno n'était pas dans le pays. Nous avons sollicité, il nous a dit, si je vous encourageais, ou bien c'est une bonne chose de créer un parti politique. Mais si je vous rejoignais, on va dire qu'il est régionaliste, puisque c'est lui qui était chargé
d'organiser la conférence nationale. C'est ce qui s'est passé et il y a eu des aspects que peut-être je ne maîtrise pas, des paramètres que je ne connais pas, puisque Amoussou était à l'extérieur. J'ai eu l'occasion de le croiser à 2 reprises à l'extérieur, mais nous n'avons pas pour autant parlé de Qu'est-ce qui amène un fondateur d'un parti politique à abandonner son bébé? Je crois l'avoir dit au départ. Nous n'avons pas de parti politique. On n'est pas membre, on est membre fondateur. Théoriquement, lorsque vous participez au congrès constitutif, aux premières réunions. Mais après, c'est ceux qui ont les moyens. Et d'ailleurs, le fait Dansou Félix l'a bien dit. Le jour où nous avons dit dans son bureau, nous allons créer un parti. Quel parti nous allons choisir? Un parti de gauche, de droite, de centre. Il a dit, mes frères, pour créer un parti politique, il faut avoir de l'argent. Moi, je n'en ai pas. Nous ne pouvons pas créer le parti. Et il a joué un grand rôle. Dansou Félix et sous Quignon Bernard, voilà ce qui était au départ. Et nous avons fait appel au grand frère Amoussou Bruno. Peut-être que lui aussi, dans ses recherches ou dans ses contacts, puisqu'il a des promotionnaires, des gens de sa génération, comme les Rumponou, qui nous ont rejoints, le grand frère Jean-Claude que nous ne connaissait pas, ce sont des gens de la même génération, mais il a été celui qui a chapeauté tout, a fédéré tout le monde, on a créé le parti. Donc je ne peux pas dire que lui aussi, dans son exil, il ne cherchait pas des voies et moyens pour créer ce genre de mouvement. Mais je dois reconnaître que le grand frère Feu Dansou Félix a joué un grand rôle et il a fait ce qu'il a pu. Paix à son âme. Paix à son âme. Est-ce qu'on peut toucher quelques mots, est-ce qu'on peut dire, demander quelques mots de cette fameuse banque, puisque vous êtes administrateur des banques et vous avez été chef d'agence de la BCB, en 2 mots. Écoutez, ça fait déjà presque 40 ans. 30 ans. 30 ans. Moi, je suis entré à la BCB en 1975. Je suis sorti en 1989. Et je crois qu'il y a des gens qui sont très actifs dans la politique aujourd'hui, mais qui ne connaissent peut-être même pas la BCB. Et je dis, comme un bon Nadja, quand vous perdez 8 dents, vous lancez votre dent sur le toit, vous allez derrière la porte danser, que tout ce qui est passé là, c'est passé. Il faut penser à l'avenir. La BCB a joué son rôle. Une banque d'État qui a tenu pendant plus de 10 ans l'économie nationale, c'était la seule banque. Il faut tirer un coup de chapeau. Ce n'est pas parce que je suis là que je le dis, mais il faut reconnaître que nous avons fait le bon combat et que la BCB a joué son rôle. Voilà, vous déploriez le fonctionnement des partis politiques liés à des personnalités ou à leur avoir, donc à des mécènes, oui, voilà, à des chefs d'entreprise politiques. Le même diagnostic fait ici et là a finalement abouti depuis 2018 à une nouvelle charte des partis qui, bizarrement, dont l'application a donné également lieu à tellement d'agitation, tellement de blocage, tellement de frénésie que nos législatives ont failli en pâtir. Non, l'expérience que j'ai vécue dans mon parcours au niveau des partis politiques, c'est qu'on privilégie tous les moyens matériels pour la survie d'un parti au débat politique à l'objectif poursuivi. L'objectif, c'est-à-dire la philosophie politique. L'idéologie. L'idéologie ne préoccupe pas les gens. On vient pour avoir les moyens, on a tel problème, il faut régler. Et celui qui a les moyens, qui sait qu'en mettant ces moyens à la disposition, il attire les gens comme si ces gens-là avaient la même conviction. La réforme de 2018 a mis fin à tout ça, oui. C'est ce que je souhaite. Je ne sais pas si ça a mis fin, je le souhaite parce que de loin, quand je vois les partis blocs républicains, il y a des gens que je vois, c'est vrai. Il faut reconnaître que le président a le courage de faire ce qu'il fait là. Mais il faut qu'il le soit aussi, comme d'ailleurs tout chef. Quand vous êtes chef, il y a des gens qui tournent autour de vous, qui vous connaissent, qui savent que vous aimez prendre le café, comme vous m'offrez là, ils vous donnent tout de temps en temps le café pour vous poser leurs problèmes. Donc à ce niveau, je souhaite que le président de la République, M. Patrice Talon, soit vigilant. Sinon, quand vous regardez, vous êtes dans le domaine de la communication, vous devez savoir qu'il y a des gens qui tantôt ils iront à l'UP parce qu'ils pensent qu'ils ont des parrains là-bas qui vont leur permettre de vite monter pour atteindre le président de la République, ou bien vont aller à
c'est lui, le BR. BR. Donc, Est-ce que l'objectif devrait être la personne du président de la République ou l'instauration d'un système qui permette l'éclosion des idéologies? non, justement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire il ne faut pas voir au bout la personne, par exemple, d'ici, j'ai atteint telle personne, j'aurai tel poste. C'est-à-dire, c'est comment faire pour faire naître des structures pérennes. C'est-à-dire le militantisme. Le militantisme. Parce que quand on dit qu'il n'a pas la conviction, comment on a la conviction? Vous n'êtes pas formé à quelque chose. Vous n'avez pas un objet, vous ne poursuivez pas un objectif dans un militantisme. Comment vous pouvez avoir des convictions? Vous rejoignez le professeur Abiola qui nous posait la même question il y a une semaine. On ne peut pas parler de conviction parce que, et là, je crois déjà avoir participé à 2 ou 3 émissions, surtout à Golf FM et Golf Télévision, pardon. J'ai participé à une émission où je disais que les partis politiques ont échoué. C'était la période préélectorale où Yahi Boni, on ne sait pas s'il est candidat, tout le monde parlait d'un Yahi Boni qui a la BOAD. Il dit non, si on amène quelqu'un qui n'est pas militant de parti pour être candidat, c'est parce que nous avons échoué, nous acteurs politiques. Vous croyez ou non aux réformes, à la réforme actuelle en cours? Je crois aux réformes actuelles en cours, c'est de grands pas qui sont faits. Et je pense qu'il faut les améliorer. Très bien. Il faut les améliorer à ce sens qu'il y a des aspects où il faut faire en sorte que l'argent joue moins de rôle. Qu'on puisse valoriser, célébrer le militantisme, le combat que chacun peut faire. Parce que là, Mais le fonctionnement d'un parti politique, c'est aussi les cotisations, beaucoup d'argent. les dons, les legs. non, il y a les cotisations, mais on peut toujours faire les choses à la hauteur. Si vous dites ça, il y a des jeunes qui ne pourront jamais entreprendre. On peut entreprendre, devenir un grand entrepreneur ou bien un milliardaire sans avoir au départ de l'argent. Vous trouvez l'argent pour faire campagne? L'argent existe. Dès qu'on a l'idée, on peut trouver l'argent. La campagne, vous savez, en 80... Pendant longtemps, on a toujours chanté ça à la jeunesse. Non, c'est pas vrai. En 91, quand moi j'ai commencé à faire campagne, les premières élections législatives, je n'ai pas été candidat parce que je croyais fortement à ce que le parti ait beaucoup de députés pour que nous on puisse suivre. Et j'ai refusé volontairement de ne pas être candidat à la première législature. Mais quand moi j'allais en campagne, il y a des localités où quand je vais, les gens m'amènent de la boisson, du gin, du poulet. Il y a même des gens qui te donnent 500 pour dire pour financer ton déplacement. Mais quelques temps après, quand certains ont pensé qu'il faut utiliser les partis politiques pour avoir des postes, pour s'installer et être des seigneurs, ils amènent l'argent. Mais il y a des gens qui, le matin, te venaient me voir et me disent, mais vraiment, notre fils, où est-ce que les gens trouvent de l'argent? Hier, une telle personne m'a amené 50 000 francs, 80 000 francs, et c'est comme ça que c'est parti. Donc, avec les élections de 1995, les choses ont commencé à changer. Vous allez faire campagne, vous demandez qu'est-ce que vous avez amené là, alors d'un quoi. C'est comme ça que ça... Parce que quand vous allez réunir les gens pour parler, entre nous, est-ce qu'on a besoin de parler en dehors de dépenser? Mais en partant, on n'a pas besoin. La réforme du système partisan. La réforme du système partisan qui est en cours, comme je le dis, je souhaite que... Parce que les élections qui sont passées là, il y a tellement de choses qui se disent. Mais cette réforme crée des grincements dedans. Bon, non, ça crée des grincements dedans parce que personnellement, j'ai le sentiment que les acteurs ne se sont pas préoccupés de voir ce qu'il y a dans la loi. Les gens se sont préoccupés de dire je vais être tête de liste ici, je vais avoir des sièges et le temps passait. Le temps passait, après on a été pris de court et on a commencé par dire. Et justement, en ce niveau, au niveau de la loi, pour l'application d'une loi, les gens doivent faire très attention quand on dit pourquoi on a mis conformité, certificat de conformité. Mais si la loi telle qu'elle est votée nécessite qu'on ait des preuves que tel mouvement est parti politique, il faut une loi d'application, il faut un décret d'application. Donc c'est ça qui a amené ça. Donc il faut que les gens aillent au fond des tests qui sont votés pour voir ce que ces tests comportent. C'est ce faisant que nous pouvons avoir avec le temps, c'est progressivement. Penser que tout de suite ces réformes vont aboutir là, on est sur une voie qu'il faut saluer, mais il faut poursuivre que ces réformes-là aboutissent. Et c'est pourquoi le fait qu'on a encore touché au code électoral à saluer, ça veut dire qu'on a constaté qu'il y a des dispositions qui ne favorisent pas l'émergence de partis politiques tels qu'on le veut. Même au Parlement, on avait voulu avoir limité le nombre de partis. Pour un petit pays comme le Bénin, on a plus de 200, 300 partis politiques. Presque chaque village, à terme, risque d'avoir son parti. Nous avons voulu le faire et c'est pourquoi
quand on a voulu voter là, nous avons dit qu'il faut un minimum de militants par département. Mais rapidement... Aujourd'hui, on a une dizaine. Non, dizaines. Mais rapidement, à l'époque, il y a des gens qui, dans leur maison, ils comptent de l'argent et puis les gens sont là-bas, on leur a bien laissé les actes de naissance, les certificats de résidence. Visiblement, ça ne semble plus être le cas actuellement. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr. Depuis plus d'un an, on n'en a que 10. Ce n'est pas la volonté qui manque. 10, bon, il y a l'argent. Parce que pour avoir aujourd'hui, pour créer un parti, donc vous comptez pour créer aujourd'hui un parti, pour créer aujourd'hui un parti, conformément aux dispositions de la loi, il vous faut au moins 12 à 15 millions. Comment ça? Bon, vous devez avoir un acte de naissance, certificat de résidence, certificat de nationalité, et casier judiciaire. Bon, rien que ça. Quand vous regardez tout ce que vous devez faire là, allez à... Je suis de Lalo. Oui. Ça fait, on a calculé, c'est plus de 100 000 francs par personne. Quand vous faites fois 15, fois 77, vous savez à quoi moi j'ai calculé, ça tourne autour de 12-15 millions. Donc, il n'est pas donné à n'importe qui. Et vous allez même, il y a des membres fondateurs pour qui vous devez payer les pièces. Il ne faut pas se tromper. Les gens, il faut leur payer et il faut leur donner les frais de voyage. D'abord, il faut même leur donner des frais, de l'argent pour les motiver, pour qu'ils puissent vous donner leur acte de naissance. Donc, ils ne savent pas, ils n'ont pas au départ une conviction, ils n'ont pas une volonté de créer un parti. C'est pourquoi, à ce niveau, par rapport à cette disposition-là, moi, personnellement, je trouve que c'est trop 15 par commune. Mais c'est ce que la loi a décidé. Non, vous ne pouvez pas vouloir qu'on limite le rôle de l'argent. Non, on peut, non, oui, justement, voilà, il y a des critères qui peuvent amener les gens. Regardez par exemple quand vous avez un parti politique, quand vous imposez à ce parti, à une élection, d'avoir des candidats dans tout le pays, ça l'oblige à avoir des militants partout. Mais jusque-là, jusqu'aux dernières réformes, il y a, je ne veux pas citer des noms, mais il y a des gens qui ont créé leur parti pour leur localité. Oui. Ils essayent de se retrouver avec d'autres pour dire qu'ils sont en alliance. Et quand ils sont élus, et c'est fini, ils ne cherchent même pas à prendre contact avec les autres. Bernard Lani d'abord, dites-nous, la 8e législature porte les séquelles encore de cette réforme du système partisan. Et selon vous, est-ce que nous allons y arriver? Nous, je pense que nous devons y arriver. Je ne vais pas dire nous allons y arriver, mais nous devons y arriver. Ce que moi je souhaite, c'est que les acteurs politiques se regardent dans le miroir. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, l'Assemblée est illégitime, les députés sont... Par rapport à quoi on est illégitime, par rapport à quoi? Quand vous avez un enfant illégitime, c'est un enfant conçu hors du mariage. Mais si vous êtes marié... Mais il reste un enfant. Non, il reste un enfant. Laissez-moi terminer. L'enfant, vous avez un enfant conçu hors du mariage, vous dites qui n'est pas conçu dans le mariage. Mais si vous êtes marié réglementairement avec une femme, qu'elle va concevoir un enfant, ça vous dit l'enfant naît. Ce n'est pas votre enfant. C'est votre enfant. C'est clair. Donc, ici, aujourd'hui, le Parlement qui est là, les députés ont élu en suivant une procédure retenue par la loi. Est-ce qu'ils ont respecté la procédure? Tout à fait. Bon. Ils ont respecté la procédure. La Sénat, qui est supposée organiser les élections, a trouvé que les dossiers sont corrects. Quand on dit la Sénat a aidé ou n'a pas aidé, malheureusement, c'est la loi. C'est eux qui doivent dire les dossiers là sont corrects, les dossiers là. Mais il y a eu des fautes mineures. Non, je ne sais pas s'il faut... Il n'y a même pas de faute selon moi. Pourquoi? Vous allez à la banque, si vous, je suis banquier, vous venez, moi d'abord c'est mon domaine, vous venez présenter un dossier, lui aussi il vient présenter, je vous donne le crédit, je lui dis que son dossier est mauvais, comment il va faire? C'est moi qui décide. Ou bien la Sénat dit, le dossier... Vous êtes l'arbitre du jeu. Vous êtes la Sénat est l'arbitre. Mieux, on a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Si dans la délibération, la Cour trouve que M. Agapit n'est pas élu et que M. Amonso est élu, et on dit qu'il n'y a pas de recours. Les graissements ont amené des protestations qui ont créé, suscité des événements malheureux dans notre pays. Et hier, les présidents Patrice Talon et Boni Yahi devraient se rencontrer en la présence d'une délégation qui était en mission de paix, une délégation de la CEDEAO. Mais cette rencontre a fait flop. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, la recherche de la paix, telle que vous en parlez là, relève à mon sens d'une culture de notre pays.
Nous n'aimons pas la violence. Mais, partout où il y a d'hommes, il peut y avoir de violence. Parce que, on a failli, hein? Non, parce que les gens s'élèvent et justement, lors de mon émission sur la radio, j'ai dit aux gens non. Quelqu'un disait, les policiers ont tiré, pourquoi les gens sont sortis dans la rue? J'ai dit non. Le policier qui a tiré là, peut-être qu'il n'a pas dormi la nuit. Il a eu d'autres problèmes familiaux. Et le matin, c'est lui qu'on désigne. Et puis il arrive là, les gens s'agitent, il peut s'énerver et tirer. Donc, c'est des choses... Il n'en a pas le droit. Il n'a pas le droit. Oui. C'est pourquoi on peut le condamner. Mais il faut reconnaître que nous devons voir les choses en face. Et dire que la situation qui s'est produite là, comme on le dit d'ailleurs bien chez nous, quand vous chutez, vous tombez, vous n'allez pas regarder tout ce que vous avez cassé, mais il faut aller voir là où vous avez trébuché. Qu'est-ce qui vous a amené à vous cogner contre un obstacle et vous avez tombé. Donc c'est ça le vrai problème. Les événements qui se sont produits, des gens n'étaient pas contents. Mais ils n'étaient pas contents. Il faut qu'ils, s'ils veulent construire une paix durable, ils doivent aller en eux-mêmes pour se demander est-ce qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait là. Et c'est ça qui est difficile. Parce que, à ce niveau, je dois attirer votre attention sur le fait que chacun de nous, qu'on le veuille ou non, nous agissons, surtout nous, hommes politiques, nous avons 3 objectifs. La première préoccupation pour nous, c'est notre bien-être personnel. Si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, il se trompe. Si moi je suis député, on me donne un coca, je ne vais pas vous le remettre. Je veux bien même mon... C'est un attribut de votre C'est un attribut, je mets là et je circule. Donc c'est déjà un intérêt que je peux... Il y a des gens qui cherchent à être député rien que pour avoir le passeport diplomatique. Et ils sont prêts à dépenser des millions. La deuxième chose, c'est que ceux qui vous aident, ceux qui vous entourent pour faire campagne, vous devez faire en sorte qu'ils soient bien pour que si ils vont dehors, ils vont dire c'est d'abord Bernard qui est notre type, il est bien, je lui demande tes services. Ça c'est après. Et le développement, le bien-être des populations, les routes, tout ça, ça vient après. C'est quand vous avez tout ça que vous pouvez réfléchir et dire bon, nous allons construire. Si quelqu'un vous dit, moi je vais être député pour arranger mon village, ma commune, mon pays, je vais être président, il se trompe d'abord. Donc il faut reconnaître que ça là, ça fait qu'on s'énerve. Quand quelqu'un voit qu'il n'est pas élu, il faut attendre 4 ans ou 5 ans pour se faire élire, ça peut lui faire peur. Est-ce que la rencontre ratée entre Patrice Talon et Boni Yayi augure d'un meilleur avenir? En d'autres termes, à la place de Boni Yayi, auriez-vous agi comme il a fait? Bon, vous allez me permettre de mettre mon avis personnel. Oui. Moi, mon souhait, le président Yayi Boni a déjà eu 10 ans pour se préoccuper du bonheur des Béninois. Il a fait son expérience. J'ai fait partie de ceux qui, au Parlement, au cours de la 2e et 3e législature, nous avons dit, paix à son âme, Sakakina et Mme Rafiatou, sénateur, nous avons dit, pour que les présidents aient la paix, que les gens n'aillent pas acheter des maisons en France, aux États-Unis, mais que même s'ils détruisent, ils achètent leur maison ici. Parce que personne n'est jamais enterré avec sa maison. Donc, c'est nous qui avons émis l'idée qu'il faut faire une loi pour les sécuriser. On est même allé jusqu'à dire, peut-être il faut les doter d'un budget pour que les anciens présidents, dès qu'ils quittent la présidence, il n'y ait plus aucun problème. Un petit secrétariat. Qu'au moins, ils savent qu'ils peuvent intervenir, mais sans chercher à mobiliser des gens. Et c'est ça qui nous a amené progressivement à baliser le chemin pour qu'au cours de la 6e législature, je crois, ils ont voté cette loi qui donne aux anciens présidents un privilège. Ils ont des avantages, mais peut-être ces avantages-là ne sont pas suffisants. Parfois, certains pensent que c'est trop. Vous esquivez Boni Yayi? Non, je n'esquive pas Yayi Boni. Je vous dis, je ne veux pas, disons, blesser ou toucher quelqu'un. Parce que Yayi Boni, c'est mon icône. Vous avez été au gouvernement j'ai été son ministre, grâce à mais je trouve, si j'avais l'occasion de le rencontrer vis-à-vis à certaines choses que moi je vais lui dire. Malheureusement, c'est peut-être l'occasion de le dire. Moi, mon souhait, c'est que le président Yayi Boni soit notre conseiller. C'est-à-dire, nous, par exemple, s'il y a un événement, que le président appelle des gens comme Davor, Saka Lafia, Kassa, pour dire, bon, cet événement-là, comment vous pensez gérer ça? Mais que lui-même se mette au devant de la scène personnellement
ça me gêne. Et je me dis, ce n'est pas après, ce n'est pas lorsque vous avez été quelque chose, vous êtes à la retraite, maintenant vous voulez reprendre, je ne sais pas si ça va marcher. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui se passe, l'arrivée du président Yaya Boni, son retour sur la terre natale, constitue à mon sens un grand touffe de soulagement pour le peuple béninois. Et mon souhait, c'est qu'il se calme et que le président de la République en activité sache que c'est un ancien président. Il lui doit, comme les autres, comme les Magas. Il a dit d'ailleurs, il a dit à l'entreprise. Qu'il ait dit ou pas, comme les Magas, les Romaregbe, les Soglo, qu'il sache qu'il doit à celui-là ce respect. Mais que le président il sache aussi que c'est lui qui gère maintenant le pays. C'est lui le père de la nation, c'est comme ça que vous dites. Vous voulez parler du président Patrice Talon? Patrice Talon, c'est lui le père de la nation. Donc, s'il y a un événement, c'est un conseiller qui doit nous parler pour dire fais ci, fais ci, fais ci. Mais s'il ne parle pas en conseiller, mais qu'il est le premier à dire telle chose ne doit pas se passer comme ça, je trouve que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et si la rencontre n'a pas eu lieu, je ne suis pas bien placé pour commenter, mais je trouve que, puisque Yaya Boni n'est pas le seul amnistié, dans cette affaire, ils sont nombreux. Est-ce que tous ceux qui sont arrivés là iront pareil rencontrer le président de la République? D'abord, je vais tous essayer. Ne sont pas anciens présidents de la République. Je vais essayer d'arrondir encore. Est-ce que, en tant qu'un politicien comme vous, quand il voit Yaya Boni sortir de l'aéroport et quitter la délégation, prendre bain de foule, laisser la voie de la présidence de la République pour mener son agenda privé, est-ce que... Non, reconnaissons en tant oui, que c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Voilà. Non, c'est pas... Déjà pour le protocole, pour le... L'agenda préconçu par... Je ne parle pas d'agenda. Mise en place. Par rapport au protocole et par rapport à l'être humain que nous sommes, c'est comme... je dirais même comme Jésus et c'est comment il s'appelle? Judas. Ça veut dire que même on dit chez nous, donc c'est pas parce qu'il y a un problème comme ça qu'il faut le manifester. Quand on est sage, quand on est d'un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il peut aller à la présidence et si l'occasion se présente, il peut dire au président de la République son ressentiment. Mais tel qu'il a fait pour montrer si effectivement, arrivé à l'aéroport, il est prévu qu'il a chez le président de la République, qu'il a fait quand il a fait, c'est qu'il a voulu montrer aux gens qui n'est pas contents. Ce qui, à mon avis... Malgré l'amnistie? Non, est-ce que lui, il se sent coupable d'abord pour trouver que l'amnistie la loi d'amnistie qu'on a votée est une bonne chose pour lui. Mais en dehors de tout ça là, de cette considération-là, je trouve que ce faisant, on sent qu'il a toujours un ressentiment et qu'il faudrait que rapidement on se retrouve pour calmer le jeu afin de permettre à notre pays de voir. Vous voyez, qui peut calmer Boni? Non, moi je crois que... Ou les anciens présidents. Boni et peut-être M. Force, parce qu'apparemment il ne reste que les deux et il se fait que les deux pestent contre celui qui est en place. À mon sens, je fais appel à leur sens de sages qui réfléchissent. Pour voir. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la PCE, je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en activité aujourd'hui qui ne connaissent pas la banque. Donc, si même vous parlez de la PCE, ils ne vont pas connaître. Et autres, quand je prends Yaya Boni ou le président Soglo, ils savent quand on est président de la République, ce qu'on a comme capacité, prérogative pour faire quoi que ce soit. Vous voulez dire qu'ils s'accrochent à ça? Non, pas qu'ils s'accrochent. Ça dit quand ils sont présidents de la République, moi je n'ai pas été président, j'ai été ministre. Mais je sais quand tu es ministre et que moi j'ai été ministre de l'enseignement secondaire, je sais par exemple si je dois agir dans un CEG, quelles sont mes capacités pour le faire. Donc celui qui est président de la République, là où on est sur le plateau en train de parler maintenant, si le président de la République, quelqu'un lui souhaite que les trois là, d'abord à Monsou et Mafodi, quand ils sont en train, il peut envoyer des gens nous chercher ici. Ça là, ça relève de ses compétences, de ses prérogatives. Mais lui, s'il est des deux présidents-là, ayant exercé cette fonction, il doit savoir qu'il y a des choses que le président Talon fait, que nous on peut déplorer, mais ils savent qu'il peut le faire. Donc ils ont leur manière d'aborder, parce qu'ils ont exercé cette fonction, leur manière d'aborder, de chercher à avoir la paix ou à calmer les gens, ne doit pas être ce qui se passe, ne doit pas être le comportement que moi je peux avoir.
C'est en cela que je trouve qu'il faut faire appel à leur conscience pour leur montrer que le Bénin, c'est pour eux, c'est pour nous tous. Donc, s'ils ont été présidents d'un pays et que le pays a des problèmes, on leur fera toujours allusion. Parce que s'ils avaient posé les balises qu'il fallait, on n'en serait pas à des difficultés qui sont aujourd'hui les nôtres. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'ils agissent comme de petits enfants ou nous autres, ou les femmes qui, à moins de rien, veulent montrer qu'on est fâché. On peut être fâché sans le montrer aux gens. Vous ne stigmatisez pas les femmes. Non, je les stigmatise, mais c'est elles qui ont souvent ce genre de comportement. Dès que vous avez un petit problème, elles sont prêtes à monter ça. La Constitution. Il n'est pas misogyne que c'est un défenseur des droits des femmes. Non, je voudrais quand même demander, est-ce qu'il est vraiment impossible de créer autour du président, des anciens présidents de la République, ce cordon de responsabilité et d'obligation de réserve. Apparemment, rien ne peut les arrêter. Vous avez fait appel à leur conscience, à leur sens de responsabilité. Rien que ça, il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas que ça. Il y a nous autres. Parce que quand moi j'ai été ministre de Yahya Boni, mais si pour un rien du tout, j'ai couché Yahya Boni pour solliciter son appel, il fait ceci, il va croire qu'il est toujours utile à ce genre de choses, il va le faire. Donc parfois je vois certains qui courent, qui leur donnent des informations ou bien qui les mettent devant. Il faut avoir le courage d'affronter les événements. Si on n'a pas ce courage-là, lui-même il ne peut pas avoir ce genre de comportement. Si quelqu'un va chez Yahya Boni, mais il lui dit, président, il y a telle chose, intervenez, il va le faire sans savoir que ce qu'il fait là peut nuire. Mais si on va le voir dire... Vous pensez à une manipulation subtile du président Boni? Oui, moi je crois que parfois il y a de manipulation. Je ne sais pas si c'est Boni seulement, mais je l'ai dit au départ que tous ceux qui ont été chefs là, quand vous êtes à un poste de responsabilité, que les gens veulent profiter de vous, ils vous manipulent sans que vous ne le sachiez. Encore que moi, au gouvernement, j'ai senti des fois par rapport à certaines décisions que le président est manipulé. Vous convenez de réaliser un projet, puis juste après, le président change. Il a fallu que quelqu'un lui montre le contraire ou bien lui explique le contraire de ce que vous avez reçu. Il a reçu des notes. Des notes, et il le fait. Et par rapport à ça, pour avoir pratiqué un peu Kérékou a cette façon de faire qui l'amène à se renseigner. Quand il devant je peux donner à titre d'exemple. Et a même fait des confrontations. Il fait parfois des confrontations. Je connais un monsieur qui a fait un concours qui a été retenu dans un projet avec des partenaires extérieurs. Mais des gens dans les environs ont tout fait pour montrer que c'est mauvais. Mais quand d'autres ont montré au président que le monsieur là, c'est lui qui est outillé, c'est lui qui a le diplôme, c'est lui qui a la compétence, il a demandé les documents. Alors que le président, c'est ce qu'on lui amène comme pièce qu'il reçoit. Et le président de la République a tout fait, le monsieur là a occupé ce poste pendant 10 ans. Je ne vais pas appeler des noms. Donc ça là, ça manque parfois à notre président. Et au président Yahya Boni, parfois ça lui manque. Il ne faut pas chercher à régler un compte à un collaborateur parce qu'il est au-dessus. Il est au-dessus et un collaborateur est un collaborateur. Puis la conscience dit que c'est lui qui nomme et enlève les présidents, les ministres. Donc à tout moment, il peut enlever un ministre. Et il n'a pas besoin d'enlever un ministre. Et celui-là sait que c'est parce qu'il y a eu tel problème. Il peut le faire de façon subtile. Ça a parfois manqué au président Yahya Boni. Il y a des gens, raconte-t-on, qui sont avec lui et après ils ont vu leur nom défiler à la télévision. Vous pensez que ceux-là, jusqu'à aujourd'hui, ils vont être contents? Non. Et je ne suis pas sûr que le président Yahya est conscient qu'il a ce genre d'ennemis parmi ceux qui l'entourent. Mais vous, quand vous sortiez, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ou bien vous avez vu votre nom qu'il est... Non. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance. Le président m'a appelé et dit, je vais vous sortir du gouvernement. Mais je vous dirai après pourquoi je vous sors. Et à la date d'aujourd'hui, le jour jusqu'à ma mort ou jusqu'à sa mort, si je le crois, je vais dire, mais président, vous avez promis à 3 reprises. Me dit, pourquoi vous voulez me sortir du gouvernement? Mais vous ne me l'avez jamais dit. J'aimerais savoir. C'est peut-être l'occasion maintenant. S'il est revenu au pays. Non, s'il vient et que j'ai l'occasion de le croiser, je vais lui dire. Parce non, mais vous croisez chez lui. Il me l'a dit. Si je vais là-bas, il ne me reçoit pas. Il me l'a dit à 3 reprises, à 3 rencontres. Bernard, parce que je ne connais pas le président aujourd'hui, je l'ai connu depuis 72. C'est ça, oui, bien sûr.
Donc il m'a dit Bernard, Vous ne t'en fais êtes pas. banquier pareil ensemble. On a fait la BCB ensemble. Il a fait la BBD aussi. Voilà. La BCAO. Voilà. Bon. Donc, il dit Bernard, je vais te dire pourquoi il est sorti. Dans ce pays-là, les gens sont mauvais. Il me l'a dit. Mais à 3 reprises, il m'a dit ça, mais il ne m'a jamais dit pourquoi il l'a fait. Mais comme c'est une question que lui-même a soulevée, sans mon consentement, si l'occasion se présente, je lui dirai mais monsieur le président de la République, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je suis sorti du gouvernement? Donc, ça fait partie de ce que moi, personnellement, je reproche au président Yahi. Quand vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, il y a des aspects que vous pouvez lui dire en face. Mais ne pas le dire, ce n'est pas une bonne chose. Le cas Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République. Le cas, comme me concerne, je n'ai pas travaillé avec lui. Non, un peu ses envolées, non, ses missions dans la sous-région. Non, ce que moi, bon, d'abord par rapport aux missions, ce que personnellement je découvre, enfin je déteste, c'est que parfois, j'ai vu le président de la République Soglo avec Sassou, et il lui parle. Et je me suis dit, ben, le président Sassou est là depuis longtemps. Est-ce qu'il va vouloir soutenir quelqu'un qui veut qu'on enlève un président? Ça là, c'est en tant qu'être humain. Non, moi, je me suis dit, mais il va le voir. Encore que Soglo, président en place en 90, en 91, 95, n'était pas tendre avec ce qu'il appelait les dictateurs. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, est-ce que, honnêtement, le président Soglo pense que Sassou va défendre sa cause pour enlever, enfin, vous contribuer à créer des problèmes, déstabiliser? Non. Puis lui-même, que ce soit Sassou, ou bien le président du Togo, ou le président de la Côte d'Ivoire, ou bien le président de Guinée, qui cherche à faire des mandats, s'il va le voir, quand il va finir, je le suis. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, je me suis dit qu'il a pris une mauvaise porte. Deuxièmement, c'est le président Soglo qui a fait campagne pour nous dire qu'il faut voter pour Talon. Donc, s'il y a un problème, vu son âge, vu qu'il a été président de la République, il doit chercher d'autres voix pour voir M. Talon, pour qu'il discute que d'aller. Si les injures proférées par le président Soglo à l'encontre de Talon sont révélées, c'est que le peuple doit être contre lui. Donc il nous a donné un mauvais conseil. Le président Soglo se bat pour que son fils revienne au pays. Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il ne le cache pas. S'il ne le cache pas, moi ce que je constate, c'est que je dis, il y a certains qui nous ont dit que si on ne prend pas le président comme futur président, le président Talon aurait commis une grande erreur. Est-ce que vous avez gardé le contact avec Liadi Vinayon Soglo? Non, moi, le jour où Liadi Vinayon Soglo avait des ennuis, moi j'étais à la maison, je suis parti rapidement. Je n'avais même pas, j'avais commandé à mon chauffeur, j'ai même pris Zémi Djan pour aller à la mairie. De la mairie, quelqu'un m'a déposé à son domicile. Je suis resté là de 16h à 2h du matin et c'est dans la foulée qu'il est parti. Mon nom a même été cité en conseil des ministres pour dire que nous avons empêché les gens d'arriver là, qu'il faut nous écouter. Et, bon, malheureusement, je n'ai plus de suite. Mais depuis qu'il est parti là, plus jamais je n'ai entendu sa voix. Quand même, personnellement, je serais à sa place qu'au moins, pas personne interpellé pour dire, ah, Bernard, ça va. J'ai plus, je suis là. C'est peut-être à vous de chercher à avoir de nouvelles. C'est lui qui est en difficulté. Oui, vous dites que je n'ai pas cherché. Dites-nous, Bernard Lanidavo, est-ce que vous avez le sentiment que Liadi Vinayon Soglo a été injustement puni ou blâmé? Non, pour ce que je connais de ce qui s'est passé à la mairie, moi j'aurais préféré qu'il soit au Bénin pour qu'on montre qu'il est innocent. Parce que vous savez, ce qui s'est passé que j'ai vu là, Liadi n'en est pour rien. Il y a l'administration. Et ça doit vous rappeler ce que le ministre avait dit, consciemment ou inconsciemment. Mais en partant, c'est qu'on dit qu'il se sent mauvais sur mouche. Il n'a rien fait. Le président, tel que moi je l'ai vu à la mairie là, il n'a rien fait de mauvais. Malheureusement, l'administration est dans ce qu'elle est, on est obligé de le soupçonner. Mais pour qu'il puisse se laver, ce qui s'est passé là ne devait pas se passer. Mais lorsque vous gérez l'argent du contribuable, c'est que vous avez l'obligation de reddition de comptes. Vous avez eu la preuve que
le maire, il y a des viandes, a refusé de faire la reddition des comptes. Mais puisque vous dites qu'il n'est pas là, le constat est fait. Non, il n'est pas là maintenant, mais pendant qu'il était là, il n'avait pas refusé. Ou bien, il n'a pas refusé. Peut-être que, comme vous l'avez dit, pourquoi n'aurait-il pas été mieux pour lui d'affronter les lois de son pays, les réalités, la police, d'écouter, de répondre à la police, peut-être de répondre à la justice éventuellement s'il était là, ça aurait permis à vous et à nous de savoir s'il est blanc ou pas. Malheureusement, je ne suis pas dans sa peau et je ne connais pas tout. Oui, parce que vous dites qu'il n'a rien fait. Non, j'ai dit le temps que j'ai fait à la mairie et par rapport à ce que j'ai vu, il n'a rien. Vous passez pas la nuit avec lui? Non, voilà. Je ne sais pas entre-temps. Avant moi, parce que lui, il a été premier agent pendant longtemps. Non, moi, même pendant que vous êtes là, est-ce que vous restez dans son bureau du matin au soir? Voilà, je ne reste pas dans son bureau. Donc, mais oui. au regard des documents produits, parce qu'il a des collaborateurs, et c'est ça. Puis moi-même, j'ai été ministre. Je vais vous dire, quand j'étais ministre, il y avait des affectations à faire. On m'a amené une note où on voulait positionner quelqu'un à un poste. Les gens sont venus me dire, il ne faut pas qu'il reste là. Et j'ai fait enlever son nom. Mais après, au moment où je signais le document, ils ont enlevé, ils ont mis un papier là. Ma signature n'est pas partie en bas. Ils ont changé le nom de la personne. Et c'est 2 mois après que quelqu'un est venu me dire, mais monsieur le ministre, on vous a dit il a commis une erreur. On vous a dit de ne pas mettre. Mais j'ai dit non, moi je l'avais enlevé. Ils ont dit non, on m'a amené la note d'affectation et son nom était bien là. J'ai appelé mon disant, mais qui a fait ça? Jusqu'à mon départ, je n'ai pas pu retrouver. C'est ça. Dites-nous, Bernard Lani Davo, quelle est votre couleur politique aujourd'hui? Mais je vous l'ai dit au départ, que depuis janvier, oui, je vous l'ai dit, que depuis janvier, que j'ai décidé de quitter l'UDBN, je suis à la maison, je regarde. Oui, mais être à la maison n'est pas une couleur politique. Bientôt vous me verrez, vous n'avez pas peur, bientôt vous me verrez quelque part. Peut-être à la fin de l'asphaltage qui passe devant votre... Il y a une belle route qui passe devant ma maison. Alors parlant d'asphaltage, la politique de développement et des tracés de Cotonou, quelles sont vos appréciations par rapport à ça? Non, pour science depuis un bout de temps, je ne sais pas, mais récemment, j'ai fait un tour à l'aéroport, je suis allé faire des courses à Papa et j'ai vu que vraiment ça bouge dans Cotonou. C'est une bonne chose. Et ce qu'un président doit chercher, c'est qu'après son passage, qu'est-ce qu'il a laissé aux populations. C'est très important. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Cotonou et que demain vous passez devant chez moi, vous voyez là, on dit c'est du temps du talent que c'est fait. On ne peut que saluer ça. Moi, je suis resté près de 6 mois sans eau parce que en creusant, les gens ont cassé les tuyaux. Mais je pouvais me fâcher, mais c'est avec plaisir que j'ai commandé, on allait m'acheter de l'eau. Parce que je sais que d'ici 10 mois, j'aurai une belle route qui passera devant ma maison et que mon carré prendra encore plus de valeur. Et ça a commencé. Ça a commencé. Donc, il faut dire que c'est une bonne chose. Mais je dois aussi vous dire que l'homme n'est pas pour faire que du bien ou du mal. Et c'est là où tous ceux qui crient, nous sommes de l'opposition, ils doivent réfléchir. Nous avons dit en 90, la Constitution a subi une modification, mais je crois que cet aspect n'est pas touché. Personne ne prendra le pouvoir par la force. Nous allons voter. Et si nous avons voté, celui qui est là, on doit laisser terminer son mandat. Ça fait partie des fondamentaux de la démocratie. Ça fait partie des fondamentaux. Et moi, en pays Adja, une femme ne se marie pas de son propre gré. Mais si une femme s'entête et sur un homme, ce qui arrive là-bas, elle ne doit jamais revenir dans la famille pour en parler. Vous êtes contre les lois de la République? Non, c'était en notre temps ça. Mais malheureusement, quand on votait le code, j'étais à l'Assemblée. Oui, je me suis battu pour éviter certaines dispositions. Les gens, oui, mais aujourd'hui, on ne respecte pas. Vous allez dans mon village, on continue de donner la dot, de prendre plusieurs femmes. On donne encore des femmes à ceux qui sont mariés, mais malheureusement... On doit moderniser les pratiques. Voilà, donc ce que je vous dis là, c'est que... C'est peut-être l'occasion d'inviter un de ces soirs Madame Maître Marie-Élise Bendo pour venir prendre sa part de parole dans ce débat. Et répondre aux pratiques, à certaines pratiques, vous savez, encore en cours et à dire. Nous avons perdu, le Bénin a perdu en l'espace de quelques jours Albert Voyageret, Ismaël Tijani Tsepos, tous deux furent vos collègues à l'Assemblée nationale. Le docteur Basile Adjumomoni, et lui malheureusement jamais exercé le pouvoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous amorçons la descente de cette émission. Bernard Lani Davo répondait. Ancien DG de l'OTB, Émile Désiré Oloboudou. Alors dites-nous,
Sur ces 4 ou ces personnalités, laquelle vous aurez le plus marqué? Non, naturellement, le professeur Théoïdien m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour son pays. Moi, j'étais encore au cours primaire quand j'ai vu dans Dawa Express Albert Théoïdien, ministre. Donc, j'entendais le nom et c'est des gens, quand on entendait ces noms, on voulait leur ressembler. Donc, c'est malheureusement la mort incontournable. On ne peut pas faire autrement. Chacun de nous qui sommes ici, nous allons partir. Que retenez-vous de votre passage, de temps que vous avez passé avec Ismaël Tidjani Chepos? Tidjani Chepos, il faut ajouter Gbadabassi. Pendant que j'étais au Parlement, paix à leur âme, pendant que j'étais au Parlement, c'est des gens qui se battaient. Ils se battaient pour leur parti. Si on avait des gens comme ça au sein des partis politiques, nous aurons à terme les partis politiques que nous voulons. Des gens qui se battaient. Un jeune cadre. Malheureusement, ils n'ont pas pu aboutir. Et le syndrome, le problème dont je vous ai parlé, les leaders qui cherchent à être leaders, ils vont à des réunions. Vous allez à des réunions au moment où il faut former des gouvernements. C'est des leaders ou des gourous? Bon, est-ce qu'il y a des leaders au Bénin? Il n'y a pas de leaders. Je vous ai dit que les partis politiques ont échoué. Donc, si moi aujourd'hui, là où je suis là, si quelqu'un me file une 50aine de millions là maintenant, je vais créer mon parti. C'est pas vrai. Je vous jure. Donnez-moi ça, faites-moi un chèque de Mesdames et messieurs, nous allons offrir à Bernard Lani Davor, ancien ministre, ancien député, sa tasse pour poursuivre son café. Vous mettrez à mal la réforme du système partisan? Non, je ne il va nous dire. Je vous ai dit que le système partisan, la réforme en cours est une bonne chose, mais nous devons nous battre pour que cette réforme-là aboutisse. Sinon, nous allons échouer et ça va être difficile pour nous. Vous avez vu ce qui se passe dans d'autres pays, Venezuela, Bolivie, l'Iran, tout ça là, c'est ce qui va arriver ça. Si nous n'arrivons pas à mettre en place des partis politiques dignes de ce nom-là, nous ne pourrons pas maîtriser nos militants. C'est dans la gestion des partis politiques que les militants vont se retrouver et ça va nous éviter à l'avenir des problèmes de ce genre. Bernard Lani Davor, vous pouvez conclure cette émission. D'abord, je vous remercie pour l'émission qui est, à mon avis, une émission très bien pour permettre aux gens de s'exprimer librement parce que l'émission n'est pas liée à un thème dont vous dites ce que vous voulez. C'est une très bonne chose. Et de plus en plus, je constate que ETV s'impose sur le marché télévisuel. C'est une bonne chose. C'est la chaîne de l'excellence. La chaîne de l'excellence, c'est vous qui le dites dans votre publicité. Attendons qu'elle soit une chaîne de l'excellence. Mais je vous admire. Déjà, vous deux, parce que je vous vois de loin, je vois vos posts sur les WhatsApp et vous écrivez très bien. Vous avez une belle plume. Merci. Et on vous comprend facilement. Et vous ne répétez pas certaines phrases que d'autres ont l'habitude de répéter pour vous ennuyer. Et ça, je vous le dis honnêtement. Et mon ami Agapit que j'ai connu au matinal, je vous admire, je vous le dis. Ce n'est pas parce que vous m'avez invité sur votre émission, mais vous faites partie de ceux qui écrivent. Quand je vois comme Charles Toko a une belle plume. Quand il veut écrire sur un événement, il écrit, vous lisez, vous êtes à l'aise. Vous n'avez pas besoin de vous renseigner. Et ça, c'est bon pour un journaliste. Donc, je vous remercie. Je souhaite que les Béninois, de plus en plus, cherchent à se conformer à la loi. Nous votons souvent de très belles lois. Je l'ai dit sur votre plateau récemment. Nous votons de très belles lois, mais au moment de l'appliquer, dès que nous voyons que dans son application, la loi ne nous favorise pas, nous nous mettons au travers. Et ça, c'est mauvais. C'est au moment du vote de la loi que nous devons nous référer aux députés. Et c'est pourquoi, pour élire un député, il faut savoir s'il a la conscience qu'il faut pour aller voter une loi. Parce qu'il y a des députés qui ne cherchent même pas à savoir le contenu de la loi. C'est le jour où on programme la plénière qui se présente pour lever la main. Moi-même, quand j'étais président de commission, il arrive des moments où j'ai eu à traiter des dossiers avec 3 ou 4 députés. Parfois, j'ai eu à rédiger moi-même le rapport. Mais quand le député qui est membre de la commission ne vient pas pour s'exprimer, et je profite aussi pour dire qu'il faut que notre Parlement respecte la disposition qui veut qu'après chaque débat parlementaire, que ce débat soit publié. Vous allez en Belgique, 2-3 heures de temps après les débats au Parlement, vous avez déjà les débats dans la rue. Ça permet aux citoyens de savoir ce que chaque député a dit, l'explication qu'il a donnée par rapport à tel ou tel sujet. Sinon, vous avez élu les députés, il faut qu'ils aillent vous défendre. Mais vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Quand les gens viennent dire telle loi comporte telle disposition, qu'est-ce que leur député a dit?
C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit que la loi, les gens sont allés aux élections, il n'y a eu que 2 partis. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que la Sénat a validé les autres listes? C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Avant de condamner la Sénat, il faut savoir si est-ce que la Sénat avait le droit de composer des listes ou bien d'autoriser des listes à compétir si ces listes-là ne remplissent pas les conditions. Donc je souhaite que nous, Bédinois, commençons par d'abord bien comprendre nos listes, nos lois, pardon. Et j'ai eu à faire une recommandation à l'Assemblée, chaque fois qu'on votait, on a dit qu'il faut que le gouvernement passe par tous les moyens pour populariser la loi. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais au Bénin, les gens sont censés ignorer les lois. Nul n'est censé ignorer la loi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Eh bien, c'est la fin de Café Politique. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe de réalisation de production qui m'a accompagné, nous a accompagnés pour cette édition. Retrouvez-nous jeudi prochain.